Bonsoir, bienvenue au Musée McCord. Je me présente, Maria-Louisa Romano, chargée de projet à l'action culturelle au Musée McCord. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette deuxième conférence de la 4e série Échanges urbains, une collaboration du Musée McCord et d'Héritage Montréal depuis maintenant 4 ans. Lieu de partage et de discussion, les échanges urbains offrent l'occasion à des conférenciers au profil diversifié et à un public investi de se pencher sur des thèmes et des enjeux qui concernent le développement, l'aménagement et la mise en valeur de leur ville. Ce soir, nous nous intéressons à un phénomène qui a des répercussions sur le paysage urbain. De l'enseigne aux panneaux publicitaires, en passant par l'intégration de la publicité dans le mobilier urbain, l'affichage revêt de multiples formes et s'immisce un peu partout dans la ville, tout en étant un élément propre à l'urbanité. Nous avons invité 3 experts du milieu de l'architecture et des communications à explorer la question suivante: l'affichage dans le paysage urbain, défi créatif ou tolérance zéro. Please note that tonight's presentation will be both in French and in English, and you are invited to participate to the question period following the conference in both languages. We also invite you to enjoy the cocktail in the atrium after the lecture. Nous tenons tout d'abord à remercier et à vous présenter nos 3 invités. Premièrement, personnalité renommée de l'industrie des communications du Québec, Jean-Jacques Streliski a fait carrière dans les plus grandes agences américaines, françaises et québécoises. Créatif et stratège, il a occupé des fonctions de directeur général et de directeur de la création dans différentes agences, notamment chez Cossette, dont il est l'un des cofondateurs. Il a remporté de nombreux prix canadiens et internationaux de publicité, et ce, parmi les plus prestigieux. Il occupe depuis 2010 des fonctions permanentes de professeur associé et enseigne la communication marketing au HEC Montréal. Il contribue régulièrement aux activités et aux écoles d'été et d'automne de Mosaïque, ainsi qu'à celles de Pôle Média de HEC Montréal. Fréquemment l'invité des médias, Jean-Jacques Streliski analyse l'influence des images et leur impact communicationnel sur la société lorsque l'actualité l'exige. Nous accueillons ensuite Matt Soar, professeur associé au département des communications de l'Université Concordia. Formé comme directeur artistique et designer graphique à Londres, il a mené une carrière dans le milieu de la publicité en Angleterre. Il possède aussi des diplômes en communication de l'Université Simon Fraser et de la University of Massachusetts à Amherst. Les recherches et l'enseignement de Matt Soar portent essentiellement sur les questions de typographie, de design d'animation et de cinéma. Il a également fondé le Montreal Sign Project, un projet pratique de documentation et de collectionnement d'enseignes montréalaises. Enfin, diplômée de l'Université de Montréal, Julie Saint-Arnaud fonde avec Micheline Clouard la firme Blanc Paysage en 1999. Le bureau se spécialise en aménagement urbain et en architecture de paysage. La firme développe des projets contemporains, fréquemment en contexte patrimonial ou multidisciplinaire. Le travail de Blanc a été maintes fois primé dans le milieu professionnel et les réalisations du bureau incluent des projets pour le Jardin des Métis, le Jardin des Curiosités à Lyon, le Centre de découverte Mont-Tremblant et l'Oratoire Saint-Joseph. Julie Saint-Arnaud est également impliquée en enseignement universitaire et a été membre du Conseil du patrimoine de Montréal de 2009 à 2014. Actuellement, elle travaille entre autres sur le projet de rénovation de l'esplanade de la Place des Arts et sur un projet d'interprétation sur le Mont-Royal dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Excusez-moi, ma voix me manque et on a eu aussi des petits pépins techniques de son un petit peu plus tôt. On pense que tout est réglé, mais veuillez nous excuser s'il y a des petits enjeux. On remédiera à la situation. Et donc, avant de laisser la parole aux conférenciers invités, je vais céder la parole à M. Dinou Bounbarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, qui va introduire le sujet de ce soir et animer la discussion de la soirée. Merci. Merci. Thank you, Maria Luisa, for this introduction. And if we have some sound problem, well, maybe we have a roundtable some months ago from now to discuss it. Aujourd'hui, c'est le 27 janvier, alors quelques anniversaires du jour. Pour beaucoup, c'est une journée chargée de mémoire profonde puisque c'est la libération d'Auschwitz et Birkenau, donc c'est souvent une occasion de souligner la mémoire de l'Holocauste, mais on va essayer d'être sur un ton un peu différent ce soir, mais on ne veut pas oublier ces moments-là. C'est aussi le 126e anniversaire du brevet de l'ampoule électrique.
donc par Edison. Vous savez, ce petit dessin, mais c'est en train de disparaître, évidemment. Tout est en train de devenir numérique, donc une ampoule incandescente, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est devenu un symbole d'idée et c'est un des enjeux dans notre discussion ce soir sur les panneaux publicitaires. C'est la place un peu de l'invention qui est derrière ça. Et récemment, je regardais pour m'occuper ce qui se passe en France à cause d'un autre anniversaire. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Viollet-le-Duc, qui est un des grands penseurs de la théorie moderne de la Restauration. C'est quelqu'un qui a, vous savez, Carcassonne, Notre-Dame de Paris, et souvent, c'est des bâtiments qui sont devenus des effets d'affichage du régime ou d'une certaine pensée sur le patrimoine. Alors, j'ai été voir ce qui se passe en France, et en France, ils ont déposé en octobre dernier un projet de loi sur la liberté de création de l'architecture et le patrimoine. Alors, parler de liberté de création, bien, comment est-ce qu'on va placer ça ensemble? Donc, on est dans un espace où les panneaux publicitaires, on peut trouver ça intéressant. Héritage, on s'est notamment manifesté, comme d'autres organismes, sur la question du patrimoine commercial, de l'affichage, mais aussi pour sauver des choses comme le Five Rose ou bien la pinte de lait. Mais dans d'autres cas, c'est un élément qui cannibalise un peu l'identité du lieu. Alors, c'est un enjeu vraiment qu'on voudra aborder aujourd'hui. I'd like perhaps to share some experience from abroad. There's a city nearby called Ottawa. It's not far. You take the highway and you get there, and eventually you reach that place called the Canal Rideau. And the Canal Rideau is on the World Heritage list now. It's actually, the canal is an engineering work because it has its integrity and so on. But when the canal arrives in the heart of Ottawa, you've got the National Center for the Arts, you've got the cenotaphs, you've got a series of overpass and so on, the locks, the Chateau Laurier, the hill, and so on. And recently they've installed a conference center, and so they want to have a gigantic electronic billboard attached to the center so they can show off their thing from what is Elgin, that big street on the other side, so people can see what's happening there. Et ce projet a suscité beaucoup de préoccupations, non pas parce que ça affectait l'intégrité physique du canal Rideau, mais ça entrait en concurrence que certains appelaient déloyale avec le caractère solennel du cénotaphe ou bien la symbolique du paysage à cet endroit-là. Et c'était une espèce de conflit entre un espace qui a beaucoup de valeurs collectives et puis l'installation d'un panneau qui a beaucoup de bénéfices particuliers. Et en plus, c'est un affichage électronique, donc c'est très lumineux, ça bouge, des choses comme ça. C'est un débat qu'on a connu aussi à Montréal, sur la rue de la Commune, il y a quelques années, avec l'installation d'un écran d'affichage sur l'entrée du Vieux-Port en bas de la rue Saint-Laurent. Comme ça, on pouvait voir ce qui se passait dans le Vieux-Port, mais les gens qui avaient leur condo, ils avaient leur flash dans leurs fenêtres, etc. Alors, ça posait des nouveaux problèmes qui n'étaient pas les mêmes que ceux sur lesquels on a pu intervenir en demandant, par exemple, au ministère de la Culture à la Ville de Montréal de faire attention quand ils avaient des programmes de subvention dans le Vieux-Montréal pour éviter d'effacer toutes les enseignes peintes, par exemple, de la rue de la Commune ou des petits trucs qui parlent tellement de ce qui se passait dans le Vieux-Montréal. Alors, vous voyez, on est dans un espace de discussion qui touche parfois au patrimoine, le patrimoine architectural, urbain, bâti, traditionnel, mais aussi le patrimoine d'une des activités qui fait que les villes sont des villes, c'est-à-dire l'échange entre les personnes, les produits, le commerce. Surtout une métropole comme Montréal, on n'a pas été fondé pour des questions de pèlerinage ou bien le pouvoir du prince. Ici, c'est une place de commerce depuis le temps des Amérindiens. Fait qu'il y a quand même un élément fondamental. Mais c'est un débat, it's a debate in today's society. Around the world, there are growing concern over the urban landscape. And in the plateau, you have issues of how to remove them. You know, even the one on Park Avenue has been there for generations. So, to start, Jean-Jacques is the man from the Mancha. Et Jean-Jacques Strelinski, donc, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui est parti du mouvement qui génère le message sur ces panneaux. Alors, après vous. Merci. Merci. Je ferai mon petit topo exclusivement en français, si c'est autorisé. Je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais et je ne vous imposerai pas cette chose horrible que moi je parle. Effectivement, je fais partie de l'école, et j'allais dire de la vieille école, on va dire, de la publicité. Et évidemment,
ce qui vient avec de l'affichage publicitaire. Dans le fond, la publicité est née de l'affichage. Donc, on ne peut pas renier ses parents. Et je n'ai pas envie de le faire ce soir. Et au contraire, je sais que quand l'affichage est bien fait, qu'il est maîtrisé et qu'il est un art à part entière, on a affaire véritablement à quelque chose qui s'impose par lui-même au niveau des émotions qu'il procure et au niveau de l'intelligence qu'il délivre dans la compréhension synthétique de ce qu'est une affiche, car une affiche est une synthèse. Et évidemment, avec la publicité, elle est par définition une synthèse qui se veut marchande, une synthèse commerciale, une synthèse qui véritablement est destinée à provoquer, en tous les cas, à la fois une attraction et à la fois une réflexion à partir de cette affiche. Une des premières affiches sur lesquelles j'ai eu à travailler quand je suis arrivé à Montréal, je vois qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs comme moi, ça me fait plaisir, donc vous allez vous en souvenir. Ce sont les campagnes du Club Méditerranée. Donc, on avait une ligne stratégique qui était de dire que le Club Med était une antidote à la civilisation moderne, et avec un des très grands de l'affiche montréalais, un directeur artistique qui, hélas, n'est plus de ce monde, Yves Simard, qui a été le B-S de Boss, donc avec qui j'ai eu le plaisir, l'honneur de travailler pendant des années, pendant une dizaine d'années, si vous voulez. On avait développé et pris un plaisir malin à développer cette campagne. Et cette campagne, non seulement a eu énormément de succès en tant que telle, comme campagne de publicité, mais elle s'est imposée aussi dans l'environnement urbain de Montréal. Et elle était comme une sorte de, pour ceux qui s'en souviennent, une espèce de plaisir pour l'œil, un divertissement aussi, une espèce de jeu intellectuel entre l'annonceur ici, le Club Méditerranée, et puis le public, dans le fond. Et je ne me souviens pas qu'on ait eu des mauvais commentaires par rapport à ça. Il y avait aussi d'autres choses. On respectait probablement des règles de base, des règles de l'affichage, des règles des lieux sur lesquels on était affiché. Et ça et là, avec les gens dont c'était le métier de trouver ces espaces, à l'époque c'était la firme Mediacom qui faisait très bien ça, on avait plutôt des très bons rapports. Et les rapports qu'on avait aussi avec la municipalité était plutôt excellent. Donc, globalement, cette histoire c'est très bien passé. Et non seulement elle s'est bien passée, mais elle s'est très bien terminée. Et notre agence a gardé ce budget très longtemps et a poussé véritablement dans la direction de l'affiche. Une autre campagne sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, c'était une campagne qui avait seulement 2 lettres. Hein, c'était un J et un M de McDonald's. J'aime McDonald's. Donc il y avait ce j'aime qui a pris évidemment une certaine prolifération dans la ville, qui s'est un peu installée partout. Et c'était là encore une espèce de synthèse qui était proposée au public. Et quand on dit public, forcément, on dit aux citoyens. Quand on dit aux citoyens, on dit aux consommateurs. Mais on ne peut pas retirer de la publicité l'aspect de son commerce. Le commerce est une force très valable. C'est un lieu d'échange. Voltaire disait, on est de bon ou de mauvais commerce. Le commerce, c'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi civilisation. C'est aussi ce qui crée justement de l'échange entre les gens. Et on oublie trop souvent le sens profond du mot commerce. Le cum merceur. Partager le marché, c'est aussi partager le merci, c'est partager la grâce. Vous voyez, quand on revient à l'étymologie des choses et qu'on a des bons réflexes, dans le fond, on se réinterroge sur dire pourquoi a-t-on abandonné certaines perceptions, pourquoi a-t-on abandonné certaines pratiques, certaines éthiques, devrais-je dire peut-être aussi, car ce métier du commerce doit être et fondamentalement éthique, comme le métier de la publicité peut être fondamentalement éthique. S'il ne l'est pas, de toute façon, il y a des réglementations qui vont s'imposer. Alors vous voyez déjà, on est dans ce monde-là. Moi, j'aime quand je ne peux pas dire que je ne suis pas un... évidemment, on est tous pour la vertu et contre le vice, mais j'aime que l'affiche ait un sens. Alors, elle a son sens au niveau de la communication, elle a son sens en tant que comment dirais-je, en tant que proposition artistique et commerciale, mais elle a un sens citoyen.
elle a une présence citoyenne. Elle est la preuve d'une espèce de vivacité, une espèce de vitalité dont l'urbanité, d'ailleurs en particulier, je ne parle pas forcément des périphéries ou des choses plus éloignées, mais l'urbanité a appris à composer avec la place de la publicité dans la ville. Je ne pense pas que mettre et jeter la publicité dehors, ça soit purement et simplement la solution. Plus que la publicité a une vocation commerciale, les enseignes ont une vocation commerciale. Chaque branding a une vocation commerciale. Donc je ne crois pas qu'il faille montrer du doigt la vocation commerciale des choses, mais au contraire, et c'est la deuxième partie de, peut-être, et je vais conclure là-dessus, si vous voulez, au contraire, c'est d'arriver à maîtriser. Alors, que certains aient l'idée que la publicité représente une pollution insupportable, quand elle est médiocre, je les suis totalement et j'adhère complètement à ce mouvement. Par contre, là où je voudrais qu'on insiste énormément, c'est, puisque je vous ai parlé de ces grands directeurs artistiques au début qui avaient des formations absolument incroyables. Yves Simard sortait du Royal College of Art, il avait fait des études fabuleuses, il connaissait tout de la typographie, il connaissait tout de la maîtrise de l'image, il savait saturer une image, il savait véritablement travailler en conformité avec la formation qu'il avait et aussi l'objectif qu'il avait de faire cette image forte au niveau commercial. Eh bien, je crois que il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tolérer le laxisme. Alors il faut s'organiser, et il faut surtout s'organiser en formation. C'est dans la formation. Notre ami regretté Frédéric Metz savait de quoi il parlait. Quand il parlait de formation, il était extrêmement motivé, véhément parfois, vous l'avez bien connu. Eh bien, il avait tout à fait raison. Et je regrette qu'il ne soit plus là pour venir gueuler, parce que moi, je n'ai pas été formé à gueuler, je ne suis pas un gueulard, mais je suis sûr que si Fred était là, il aurait déjà les deux bras levés à nous engueuler tous. Alors, je crois qu'il faut revenir à cette formation formelle pour savoir que la publicité peut être un art et que le publicitaire, en particulier le directeur artistique, peut être un artisan. Et déjà, à l'intérieur de ça, si on respecte ça, on est quelque part. La deuxième chose, c'est d'apprendre à comprendre les uns les autres, par cette relation, à faire évoluer les choses. Les choses évoluent, les supports évoluent, le monde évolue. Il faut que les uns les autres, nous ayons une meilleure écoute, de nos, de nos objectifs et à la fois de nos finalités pour que les choses puissent nécessairement s'améliorer. La seule chose qu'on ne fera pas ensemble, je vous le promets, c'est tolérer la médiocrité. Voilà, je vous remercie. Merci, Jean-Jacques. Bon, la question de civilisation, c'est un grand objectif. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, que ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on introduit ça dans les règlements des arrondissements de Montréal. Civilisation profonde. Mais une chose qui serait peut-être intéressante que tu nous ramènes tantôt quand on aura la discussion, c'est ne pas tolérer la médiocrité. Ça veut peut-être dire aussi reconnaître que certains des gestes sont des accomplissements et comment est-ce qu'on les salue. T'sais? Et en plus, tantôt, c'était mentionné, il y a la question de l'espace. Placer, on peut avoir une super publicité qui est au mauvais endroit. Comment est-ce que l'endroit et la publicité vivent ensemble? Alors, des questions pour la suite. We have now Matt coming to join us. Matt is on the web, but he's also, if you have, I'm sure if people stroll in your office, they would find great billboardabilia of Montreal, right? Yep. So, for sure. Thanks. Thank you. Bonsoir tout le monde. And thank you for the invitation to Marie-Louisa and Sylvie Durand and to Dinu and to Jean-Jacques and Julie. I'm very grateful that we can be here tonight to talk about billboards, given that there's so many terrible things happening in the world. It says a lot about our culture and about our city that we're in a safe place where we can debate billboards. This is good. This is good. I'd like to share a couple of stories about myself, if you don't mind, why I'm here, and also what I think about the issue that we're discussing this evening, and they are absolutely related. I worked in advertising in London. I was very unhappy working in advertising in London. I moved to Vancouver. I volunteered for Adbusters and Greenpeace, and I walked backwards into grad school. The only way to be in Vancouver, to stay in Vancouver, was to
go to grad school, so I went. It wasn't a very big plan, but it turned out very well, luckily. I did my MA on the politics of advertising creatives. That went well. I moved to Western Massachusetts and did a PhD where my thesis was on the politics of graphic design practice. So what do graphic designers think about the world around them and about changing the world, about commercial graphic design practice, about political graphics, being engaged in different kinds of ways in the culture within which they live. 2002, I drove from Massachusetts through Vermont. There are no billboards in Vermont. Over the Champlain Bridge for one of the first times ever. Montreal was a strange city to me. I came for an interview at Concordia. I was very lucky to get a job at Concordia. We moved here with my family from Massachusetts. Driving across the Champlain, this is one of the first moments I got to become familiar, to come to know Montreal. And at night, of course, we all know you drive over the Champlain or from another part of the city, and you see the city outline, and you see the lights of all those logos across the city skyline. And it's a little bit like a fingerprint, a thumbprint. It's very particular. And there you can see things like the Hydro-Quebec logo, the Radio-Canada logo, the Desjardins logo, the CN logo. This is who we are in some ways. I arrived, I had a job. First things first, I have some teaching to do, and I also have to write some grants. I have to get some money to do some research. So I was fortunate. I got a grant from the SSHRC to do a project about hyper-commercialism. This is a word I brought with me from grad school. Hyper-commercialism. There are too many advertisements. There are too many commercials. When a boxer is boxing and he falls over and is knocked out, there are ads on the bottom of his shoes for the TV cameras. We see rockets going into space with Pizza Hut on the side of them. This is hyper-commercialism. This is the world that we live in. I had to do some research around hyper-commercialism. One thing I looked at, product placement in the movies. When you start looking, it's scary. It's invisible, but then when you see it, it's everywhere. Amazing. And I started another project called Logo Cities. And Logo Cities has kept me going until now. So I wanted to look at the commercial signs in the city, and I wanted to think about them in terms of hyper-commercialism. So this is my thesis. There are too many commercial signs in the city, but it got very complicated very quickly. I explored the sign bylaws. You can see this on my website from 1890. I did an interactive web documentary called Almost Architecture about signs in Montreal. It's on the web. I did a special issue of a journal called Design and Culture. I did a comic with a grad student. I have the farine5roses.ca website that's still running. That's a kind of art project about the Farine 5 Roses. I did a visual inventory of the skyline of the city from 4 angles. It's changed a lot, strangely enough, since 2003. I had a symposium called Logo Cities in 2007. We had academic papers. We had the premiere of a documentary film called Helvetica. Some of you might have seen it. Terrific film about a font. Strange times. We had an art show, and in the art show we had some old signs. We had the Simca sign, we had the Warsaw sign, some of the letters, we had the Tavern sign from Monkland Avenue. Very, very exciting stuff. It turned out that some commercial signs really mean a lot to people. With the project now, the Montreal Signs Project, the Projet d'Enseigne de Montréal, Benz, Warsaw, the Mirabel Airport, Café Navarino, Librairie Guérin, Shine Arts, the clothing store, Monkland Tavern, Monsieur Hot Dog, Du Moulin Bicyclette, and many more signs that we have in the collection. People see the signs and they tell me stories. Amazing stories. Stories about where they grew up, the neighborhood they grew up in, the place they went when they were kids, the place they got their first bicycle. Where they went, the neighborhoods they lived in when they were students, the neighborhoods they left to go away and do other kinds of things. Some signs are important. This is very, very interesting to me as somebody who studies culture. So, are signs good or bad? Well, both. It's kind of complicated. Yes, we live in a hyper-commercial world, but some of the signs around us, I think, are terribly important. I'm not collecting the signs from Couche-Tard. I'm not collecting the signs from the banks. I'm not collecting the signs from Loblaws or Provigo. I'm collecting the signs from this particular city that mean something to us. Okay. So, billboards. Let's talk about billboards. Different kind of advertising, for sure.
Maybe it's a less complicated issue, but billboards to me in the city are not in the right place. I think they're built for speed. They're built for being viewed from a moving vehicle. So they're huge. They're not conducive to a viable, sustainable, human-scale paysage urbain. They obscure buildings, they obscure views, and most often they're not about the local. They're not really about Montreal. They're about brands. They're about a beer. They're about a movie. They're about underarm deodorant, you know? They're about these other kinds of things that maybe don't have that much to do with us in terms of our culture. So, how do we understand our city in a deeper and more profound way? So I have another story for you. I'm going to use myself as an example here. I was a creative kid, somewhat creative kid, an arty kid. I grew up on a steady diet of British TV commercials and poster advertising, and some of it was very clever. Some of it was very witty. Some of it was even kind of surreal. There were only 3 TV channels. Only 2 of them were commercial, but the ads I saw, I remember many of them even now. I wrote to an advertising company. I saw a billboard and I liked it so much I wanted to have it on my wall in my bedroom. And I was quite precocious as a kid, and I wrote a letter and I said, I want that ad, I want that billboard. One summer's day, the doorbell rang and a guy in a van showed up and he said, look, my boss sent me, I've got this letter. Which ad do you want? And I said, oh, it's the Perrier ad. It's the Perrier commercial right now. And it's the guy walking through the desert. And he gets to a place where they've got water. And he says, non, je veux Perrier. When you've discovered Perrier, nothing else will do. Super campaign, fantastic, very, very successful. He brought it for me. This is called a 48-sheet poster. It comes in 12 parts. And I had on my wall 1 part. And I had to take it down and put up another part. They were huge. They were bigger than my bed. These were massive. But to me, it was the most exciting thing ever. So what I want to say to you right now as I close up is, I want to talk about the limits to imagination, right? Fairly bright kid, fairly creative. I had a lot of privilege growing up, lived in a peaceful place, had great parents, and my brothers behaved most of the time. My idea of the ideal career growing up was, I want to be an artist, but I don't want to be broke. The limits to my imagination. So what should I do? I'll go into advertising. I'll be very creative in advertising, and those billboards are a beautiful canvas. I can spend my time coming up with big ideas for big brands to go on those big posters, and I'll be famous. And if I'm not famous, at least I'll be rich. I think this is kind of a problem. This is what I mean for the limits to imagination. Now, maybe I wasn't very good at advertising, which is why I only lasted 4 years. But I do think that if we took all that incredible creativity from young people, I teach, I see them all come through, incredible creativity, and we use it in other kinds of ways. We don't block, we don't say no advertising for you. What we say is, what about all the other kinds of things that we could do? What about taking a lot of that creativity and adding it to the wonderful work that's already being done in sustainable urban planning, in architecture, in invention, in culture, in the arts, and in education? That's my thought for the evening. Thank you. Thank you, Matt. Incidentally, you can go to the shop and buy a postcard of the 5 Rose sign. Farine 5 Rose now. You mentioned the notion of speed versus walk and so on. It's really, and perhaps helping us also distinguish signs from billboards. Signs could be like a landmark, you know, an inukchuk in the commercial world, versus billboard seems to be more with your Perrier thing. It's more like a piece of sky that's been subdivided from the sky and turned into a space that can be occupied on rental, right? You know, maybe we can discuss that. But what I like your idea of speed. Some years ago, I was in a meeting in Finland, in the suburbs of Helsinki. And this was a suburb that was developed and designed after the Second World War to welcome all the Finns that Stalin had decided would no longer be in the right place in Soviet Union, Karelia. And actually, Phyllis Lambert has been involved in saving some of the monument of modern architecture in Karelia, the Viipuri library. But that suburb was designed with landscape that was understood to be a
appreciated in a windshield at the speed limit of the street. So when it was in curve, the shape was made for something. It was not just a 19th century design, it was the speed of the car. So even the landscape can be changing from that. Alors, on va parler de paysage un peu, mais qui de mieux pour en parler que quelqu'un dont c'est le métier? Hein, Julie? Alors, on conclut, et après ça, on va faire... vous voyez, on a changé les fauteuils par rapport aux caisses d'orange qu'on avait les dernières fois. Eh bien, et on aura une petite conversation, des questions, puis préparez-vous, on va se préparer aussi à aller vers la réception tantôt à la fin, comme Maria-Louisa nous l'a dit. Alors, Julie, merci. Bonjour. Je vais vous parler du point de vue d'une architecte paysagiste qui est en pratique professionnelle. Et donc, je vais vous parler peut-être plus de paysage que d'affichage ou de publicité, mais je vais vous faire part de mes réflexions sur l'intégration des éléments publicitaires dans le paysage et dans des paysages spécifiques dont des caractéristiques peuvent être d'être tout à fait remarquables, comme d'être des paysages du quotidien qu'on traverse tous les jours. Je ne vais pas vous parler de projets en particulier, mais plutôt de mes réflexions, des réflexions que je mène avec mon équipe quand on travaille sur certains projets, en étant impliqué dans différents comités où les questions d'intégration d'éléments publicitaires entre autres, dans le paysage, se posent. J'ai sélectionné quelques images pour vous montrer le changement qu'a vécu la ville de Sao Paulo lorsqu'ils ont adopté, il y a quelques années, un règlement visant l'élimination des panneaux d'affichage dans leur centre-ville. Donc, on voit un avant-après. J'ai aussi sélectionné une série de photos issues d'un reportage de la Gazette il y a quelques années, quand il y a eu des discussions et finalement l'adoption d'un règlement sur le plateau Mont-Royal pour diminuer finalement la quantité de panneaux d'affichage, notamment dans un endroit comme l'avenue du Parc. Donc, la publicité prend différentes formes dans le paysage et celle-ci évolue avec les pratiques culturelles, avec les technologies disponibles. Elles évoluent aussi en fonction des déplacements, de la mobilité des observateurs afin de rejoindre le plus grand nombre. Donc, on a discuté, on a discuté précédemment des différents types de publicité dans le paysage. L'affiche qui apparaît donc tout d'abord comme en Europe comme un mode de communication, même de mobilisation, et le panneau d'affichage beaucoup plus gros qui se développe beaucoup avec le développement du réseau routier, autoroutier même, et de la vitesse croissante des déplacements et la longueur des déplacements qui va en augmentant dans la ville d'aujourd'hui. Les panneaux d'affichage sont actuellement progressivement remplacés par des panneaux numériques. Et aujourd'hui, on voit aussi même la publicité qui s'immisce dans l'architecture, qui crée des environnements qui traduisent les caractéristiques d'une marque. Et finalement, parfois, la publicité, là, on parlait de placement de produits, mais elle est même là dans nos environnements extérieurs, dans l'architecture, et n'a plus nécessairement besoin du panneau pour se présenter à nous. L'implantation des panneaux. Si on regarde la question des panneaux d'affichage comme tels, dans l'environnement, on l'a souligné, c'est lié aux caractéristiques physiques, socio-économiques du milieu dans lequel il s'insère. En milieu urbain, les terrains vacants, les toits plats des bâtiments, les murs aveugles qui sont situés souvent aux abords d'autoroutes ou de voies de transit sont des lieux prisés pour l'implantation des panneaux. C'est des milieux qui sont souvent déstructurés, déjà, par l'implantation des infrastructures routières importantes et qu'ils deviennent davantage à l'échelle du piéton en cohabitant avec les structures de plus en plus massives qui soutiennent ces grands panneaux qu'on nous présente sur la voie rapide.
la prolifération de l'affichage dans les secteurs déstructurés révèle souvent une réglementation qui est absente ou limitée. Mais quand les panneaux sont implantés ou quand on projette d'implanter dans des panneaux, comme Dino l'évoquait plus tôt, dans des endroits qui nous sont chers, des endroits qui ont une signification patrimoniale ou symbolique importante pour nous, eh bien, il y a aussi souvent de l'opposition et une réaction de notre part. Si la présence de la publicité peut estomper les particularités d'un paysage, son absence ou sa concentration peuvent aussi contribuer à créer des lieux singuliers. On a des enseignes qui deviennent des icônes et qui s'inscrivent dans l'ADN de notre ville, dans la logique marchande qui caractérise la ville de Montréal. On a nommé l'affiche de Five Roses, la pinte de lait Guaranteed. Et la valeur de ces éléments est d'autant plus grande lorsqu'ils sont uniques et particuliers à leur milieu. Il y a même certains quartiers dont l'affichage domine, comme Times Square à New York, Sunset Boulevard à Los Angeles, Ginza à Tokyo, qui deviennent emblématiques de par la présence et la concentration de l'affichage. Donc cet affichage qui peut parfois déstructurer, peut aussi parfois structurer ou devenir une part importante du caractère du paysage dans lequel il se trouve. Donc, la question n'est pas simple. Est-ce qu'on doit éliminer, contrôler, doser? Il y a des enjeux de pollution visuelle, évidemment. Il y a l'intrusion d'un message qui est lié à la consommation dans nos lieux publics. Mais, d'un autre côté, il y a aussi des trésors d'inventivité et de très belles affiches, très beaux panneaux. Actuellement, les villes, les États réglementent l'affichage publicitaire. Dans les années 60, avec le développement du réseau autoroutier, notamment aux États-Unis, il y a eu plusieurs règlements qui ont cherché à minimiser l'impact de l'affichage sur les autoroutes. Hawaï, l'Alaska, on a parlé du Vermont, le Maine, ont tous des règlements qui limitent l'affichage en milieu autoroutier. En Colombie-Britannique, il y a un règlement qui demande qu'il y ait une distance de 300 mètres entre les panneaux d'affichage et l'autoroute pour limiter leur impact. Plus récemment, principalement depuis les années 90, c'est les villes aussi qui se penchent sur la question de l'affichage publicitaire. Déjà en 1964, la ville de Houston, au Texas, introduisait des règlements pour éviter que les panneaux se nuisent entre eux parce qu'ils se faisaient de l'ombre. Mais plus récemment, je vous ai parlé en 2007 de Sao Paulo. Il y a Athènes, en 2004, lors des Jeux olympiques, qui a eu une campagne d'enlèvement de panneaux d'affichage pour mettre en valeur son patrimoine architectural. Il y a la ville de Toronto, dans une moindre mesure, mais qui a imposé une taxe sur les panneaux d'affichage. Le plateau Mont-Royal, on l'a mentionné en 2010, qui a adopté des règlements pour contrôler la présence des panneaux, des grands panneaux d'affichage dans le milieu urbain. Donc, face à ces enjeux et en lien avec ces initiatives-là, il apparaît important d'identifier et de qualifier le paysage pour qu'il devienne la base, à mon avis, des politiques qui vont viser la réglementation ou le contrôle de l'affichage. Donc, l'idée n'est pas de l'interdire, mais de réfléchir à où on le permet, comment on le permet et quelles sont les qualités du milieu dans lequel on s'insère. On sait qu'au Québec, au Canada, les ensembles patrimoniaux sont reconnus. La loi sur les biens culturels inclut des politiques pour gérer les enseignes et les panneaux réclames aux abords des éléments patrimoniaux. Les politiques fédérales, provinciales, municipales reconnaissent la valeur patrimoniale des paysages, mais les règlements ou les lois vont beaucoup moins loin ici qui peuvent aller en Europe notamment. Donc, il y a dans le plan d'urbanisme de Montréal des dispositions sur l'affichage urbain qui reconnaît l'importance de l'insertion dans le paysage. La Ville évoque même certains types d'endroits qui pourraient faire l'objet d'une réglementation un peu plus pointue, comme les entrées de ville, le parcours riverain, les grandes perspectives, les vues sur le Mont-Royal, d'autres lieux à valeur patrimoniale ou symbolique.
Ces lieux restent à étudier, restent à documenter pour bien les comprendre, puis pour comprendre ce qu'ils peuvent absorber, ce qu'ils doivent ou ne doivent pas recevoir comme publicité, à mon avis. On a une charte du paysage québécois qui a été adoptée en 2000. En 2015, une charte du paysage canadien. Ce ne sont pas des lois, mais c'est un cadre qui cherche à sensibiliser les intervenants du milieu privé et public aux questions paysagères. Ces chartes-là se basent sur des projets européens comme la charte européenne qui a été adoptée par de nombreux pays et qui a eu un impact direct sur les lois et les législations en termes d'affichage publicitaire dans le paysage. Donc, je termine en suggérant que la préservation des paysages comme milieu de vie doit être priorisée et tout en permettant de soutenir des interventions publicitaires créatives, inventives, et que la réflexion ne doit pas se porter uniquement sur la question des panneaux publicitaire, mais aussi sur la publicité en général qui peut prendre des formes de plus en plus variées, comme je le soulignais précédemment. Je vous remercie. Merci, Julie. Ça m'a amené à penser peut-être qu'on parle beaucoup de ça dans une certaine façon. Les images sont souvent le jour, mais que se passe-t-il la nuit? Il y a tout un espace où il y aurait certainement à discuter là-dessus. Alors, j'invite donc nos trois conférenciers à prendre ces fauteuils que vous observez depuis tantôt, là. C'est ça, oui. Occupez-les. Et on va peut-être commencer une petite discussion et se diriger vers autre chose. Moi, comme je disais tantôt, c'est l'anniversaire de Viollet-le-Duc. Alors, quel serait le monument publicitaire à Montréal? Celui qu'il ne faut pas... excluons la pinte de lait et le Five Roses. Hein? Let's start with the easy one or off the track. Matt, you've done a little research. You've read the landscape. What do you feel would be the publicity or advertising monument we should keep in this city or landmark? Yes, because, heritage is about keeping it somehow. Thank you, Dina. Every time I get an email or a phone call, or somebody comes to see me about a sign that I should be collecting for the Signs Project and putting on display, I have to ask myself and I have to talk to other people about whether that sign is important. So in collecting signs, I've been learning what's important to people who have lived here a lot longer than I have. So I'm going to dodge the question. It's clearly obvious, but you're not going to do it. Maybe the Meldrum sign, I think is... Yeah, who knows the Meldrum sign here? Bon, c'est bien ça. C'est NDG, donc on voit les gens qui c'est de l'autre côté de la montagne. Mais sur la rue Sherbrooke, sur la rue Sherbrooke, je pense. C'est-tu Sherbrooke ou... Oui, c'est Sherbrooke, oui. Oui. C'est the font is in Futura. Voilà. Modern font. The spacing between the letters is terrible. So if we're keeping That's another style terrible, or Futura terrible. These are fonts, right? The space is terrible. Yeah. So if we keep it, we have to just fix the kerning, the spacing between the letters. Ah ça, vous voyez, il parle vraiment comme Viollet-le-Duc. Hein? On conserve Notre-Dame de Paris, mais on l'arrange pour qu'elle soit correcte. Meldrum sign. C'est bon, c'en est un. Julie. Ben, moi, j'aimerais détourner la question. Non, mais t'as vu, il s'est mouillé, lui, là. Mais c'est parce que je m'intéresse aussi au paysage comme objet publicitaire, le paysage qui fait publicité, l'image de la ville qui devient... Oui, les escaliers, quoi. Par exemple. Donc, je pense qu'il y a des lieux qu'il faut conserver pour ce qu'ils représentent. Par exemple, une vue sur le Mont-Royal depuis le fleuve, avec pas trop d'entraves entre le point de vue de l'observateur et de l'objet observé, m'apparaissent importants à conserver parce que pour toutes sortes de raisons, mais d'un point de vue publicitaire, pour aussi l'image, la force de l'image qui soutiennent et qui projettent depuis les entrées de ville ou des lieux très importants. Là, c'est pas le référendum de 1980, là, ici, avec le préambule, là, c'est une question claire.
qu'est-ce que... Allez, un. Ben, alors, je suis une grande fan de Five Roses. Ouais, non, c'est pas le droit de ça. Ah. Une autre? Oui, bien sûr. Tu peux prendre 5 secondes pour en discuter, puis on va passer le micro à Jean-Jacques. Moi, j'aime le commerce. C'est pas tant des affiches ou des choses comme ça, mais j'ai des enseignes dans ma tête qui me disent Montréal. J'ai Schwartz, j'ai Da Giovanni, j'ai Eaton. Oui, absolument. Il y a à Montréal des lieux emblématiques qui font partie justement du patrimoine et de l'héritage. Et je regrette que Benz ne soit plus sur le boulevard Maisonneuve. J'y allais tellement souvent. Et moi, j'avais ces enseignes-là dans la tête, comme certaines enseignes qualifient New York ou d'autres qualifient Paris. Alors, je crois que je suis un gars d'enseigne, je suis un gars de marque. Et ces marques-là, pour moi, elles sont passées au-delà du renseignement commercial. Elles sont dans le renseignement du métier, de la maîtrise du métier, de l'arté, parce que c'est le même mot. Arté, métier, et arté, c'est le même mot. Eh bien, celles-là, on devrait véritablement les garder, les protéger et les chérir, pourquoi pas. Alors donc, organiser leur visibilité. Non, alors que tu nous as parlé tantôt d'espèce de... Finalement, le flot continu, c'est une énergie, la publicité, qui occupe des espaces, mais c'est une énergie, c'est un fleuve. Mais tu m'as parlé de patrimoine, je te parle d'héritage. C'est ça, mais on peut se permettre, d'une certaine façon, d'en prendre certaines qu'on extrait de ce flot continu qui change constamment. Comment les choisir? Mais Julie a pensé à sa réponse. On va... Ah bon, mais il y a quand j'ai habité longtemps à Outremont et quand je me rendais à mon bureau, je passais sur l'avenue du Parc et il y avait ces grandes enseignes sur les immeubles en haut. Elles font partie du paysage de Montréal et si ce n'est ces enseignes qui doivent changer parce que probablement que les commerces changent, mais il faut que ces enseignes demeurent car elles sont aussi un renseignement du paysage de Montréal. Elles en font partie, elles ont intégré l'urbanité. Il y a eu Nicolini qui avait des affiches là, il y en a eu des tas qui ont été là, puis elles restaient longtemps, elles faisaient partie du paysage. Elles nous rassuraient dans une certaine mesure et ça me plaît beaucoup. Donc, ce n'est pas une en particulier, mais c'est les enseignes de l'avenue du Parc. En passant, angle avenue du Parc et Villeneuve, et que les gens connaissent bien parce qu'il y a le marchand de tapis, la Londe, magnifique édifice commercial, splendide. En diagonale, c'est un bloc appartement sur lequel se trouve une enseigne. Si vous regardez au-dessus de l'entrée, c'est le bloc appartement qui s'appelle le Pierrefonds, qui est une des grandes réalisations de Viollet-le-Duc, en passant. Alors... Bon, alors, j'allais parler d'une affiche, je pense que c'est Palace Royal, est-ce que c'est ça, sur du parc. C'est une espèce de marquise affiche devant une espèce de bloc appartement. Je suis attachée à cette affiche. À côté du marchand de casseroles, là. Oui. Celle-là. C'est vrai. Et je suis vraiment attachée, puis on en voit moins ces temps-ci, mais aux affiches collées sur les contreplaqués de chantier. Donc, affichage sauvage. On salue avec la directrice du musée qui s'est jointe à nous, Suzanne Sauvage. Oui, donc, là, il y en a une. Donc, on est un peu dans une... Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est dans la situation où il y a des objets, puis des espaces ou des environnements ou des... Finalement, les enseignes dont parle Jean-Jacques, c'est pas l'enseigne elle-même, mais c'est l'objet, c'est comme le bout de terrain dans le ciel sur lequel on imprime des affaires. C'est un peu un lot de jardin, hein, lot de potager. Alors ça, je ne sais pas comment ça peut introduire ça dans les outils formels dont on a parlé, des urbanismes et tout ça, mais ce serait intéressant de garder ça. Moi, j'ai une autre question. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on a une technologie d'affichage numérique et on le voit sur les abribus, on le voit sur... and the case also I mentioned in Ottawa, but we can... Around the world, there's this... And usually they are very badly balanced. So they vomit light in a way that is really awful. And is there a way... Today's the birthday of Mozart also. Can we have a Mozart balancing of these numeric things? En plus, à Ottawa, le cas que je vous mentionnais, ce qui préoccupait beaucoup les gens,
c'est qu'on a à côté des emblèmes du pays, le cénotaphe, on peut être canadien ou pas canadien, mais on sent que c'est un endroit important pour une identité collective, le bord du canal Rideau, à côté du Centre national des arts, du cénotaphe, tout ça, la colline parlementaire. Et le contenu, avec les technologies maintenant, le contenu de l'écran géant qu'ils voulaient installer, gigantesque pour un palais des congrès, venait de Houston. Alors, ils ont dit, à Ottawa, ils ont dit, Houston, we've got a big problem. Alors, la question de la nuit. Les enseignes, la nuit, Five Rose, tout le monde adore Five Rose. On a un gros consensus pour Five Rose, mais ce n'est pas le consensus qu'on recherche ici, c'est un débat. Qu'est-ce qu'on fait avec la nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'aime l'idée que la nuit, ça pourrait s'éteindre. Tu sais, qu'il pourrait y avoir une ville où on peut allumer la publicité et l'éteindre, qu'on pourrait avoir un peu des deux mondes, même si c'est peu réaliste. Mais oui, l'idée d'éteindre certaines de ces affiches et de les voir le jour et peut-être pas la nuit. Qu'il y ait un couvre-feu, là, quelque chose un comme couvre-feu. Ça. Jean-Jacques, est-ce que l'industrie est capable de suivre ça? Non. Bon, c'est clair. Parce que c'est aussi... attendez, je suis pris dans les pieds. Non, je t'avais demandé ça. Et non, la nuit peut s'animer différemment. La nuit n'est pas le contraire du jour, mais elle est la continuité. Donc il y a forcément quelque chose qui doit se concevoir. Il ne faut pas dire la nuit, on va faire ça, on va éteindre, on va allumer. On va dire comment peut-on bâtir une histoire qui va se raconter la nuit, qui est différente de l'histoire qu'on raconte le jour. Parce que de toute façon, la technologie demain permettra de changer le message de façon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais intervenir dans la discussion. Peut-être que je vais encore faire un hors-sujet. Oui, c'est ça, oui. Oui, un mais sujet. Oui, on parle beaucoup des billboards, des affiches, des choses comme ça. Donc là, on parle des cadres. D'accord ? Il n'y a pas un musée qui affiche seulement les cadres. On ne va pas au musée pour voir des cadres et les gens disent « j'aime pas ces cadres-là, je ne veux pas qu'on mette ces cadres-là ici ». Imaginez un musée de cadres vides. Ça n'a aucun sens. Ben, il y a la ville de Montréal où il y a beaucoup de cadres qui sont... Il ne peut pas s'empêcher. Hein. Et ça, il y a un lien parce que on appelle ça le Club Med. Eh bien, regardez, et ça c'est peut-être ce qui est en train de changer actuellement avec l'avènement des technologies, j'y reviens, c'est que c'est ce qu'il y a dans l'affiche qui compte, c'est ce qu'il y a sur l'affiche, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire qu'on raconte. On a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, j'aurais bien voulu le dire, hein, on a dit « The medium is the message ». C'est fini. The message is the medium. C'est l'histoire qu'on raconte, c'est la chose qui est dessus, c'est le storytelling, c'est le happening qui peut arriver la nuit qui n'est pas celui qui arrive le jour. C'est la continuité de ça. L'important, c'est pas tant les supports, l'important c'est ce qu'il y a dans les supports. Et c'est pour ça que je milite, moi, pour la formation, pour l'éducation, parce que ces choses-là s'apprennent. Et les jeunes, j'ai quelques étudiants dans la salle, savent très bien de quoi je parle. C'est que c'est eux qui vont changer ces choses-là. Il faut leur donner ce terrain de changement. Il faut accepter les idées nouvelles en donnant un brief. Et le brief, c'est quoi ? C'est de réinventer cette chose-là. Mmh. Donc, il peut y avoir, effectivement, si tu donnes un concours dans les grandes écoles de graphisme ou de design, tu vas avoir des idées fabuleuses pour faire les trucs de la nuit dont tu rêves quand tu ne dors pas et que tu vas te promener sur l'avenue du Parc. Oui. Moi, c'est la 80. Mais est-ce qu'on... On note l'idée de mettre un brief, un concours, oui. Mais est-ce qu'on pourrait faire parce qu'on a un problème dans la ville, c'est que la ville est beaucoup... Tu te dis il faut aller au-delà des cadres, mais tout le monde est encadré. C'est les gens graphistes qui font le contenu des cadres et ils ne parlent pas aux gens en paysage qui pourraient s'occuper du reste. Peut-être que ça serait intéressant. Mais ça, c'est sûr que les hybridations, les co-actions, les co-créations sont tout à fait de l'époque. Et il faut les encourager. C'est Montréal, ça. C'est Montréal. C'est Concordia Salus. Mais bien entendu, mais voilà. C'est travailler ensemble. Oui. Mais ça, c'est une des solutions en tous les cas. Une piste de solution. OK, donc on va... How about the night of the night? La nuit Jartel. Yeah, I saw that most of your signs are signs that are activated by a lighting device. Yeah, most of them are illuminated signs, yeah. Yes. And two of them used to have neon in them.
Yes. and it was broken, so we had to take it out. Yes. But I want to pick up on your question about. That's a good idea. I'd like people to respect Is that good? the agenda Okay. somehow. Great. Illuminated billboards. Yes. I went to stay with a friend a couple of years ago in Toronto, and he had an apartment on the 20-something floor of an apartment building that looked down onto Queen Street West. And there is an illuminated billboard on Queen Street West. It had to be half a mile away. Yeah. Well, he just moved in, and he didn't have any curtains. And I slept on the sofa in the living room, and tried to sleep on the sofa in the living room, because all night, it didn't matter if I looked out of the window or I looked at the ceiling or I looked at the wall over here. Yes. I could see the billboard was doing its thing. It was purple. It was orange. It was flashing. Yeah. I think unless you are in the business of selling curtains, I think it's a bad idea. Unless, of course, you put them in these cathedrals to hyper-commercialism. Whether it's Piccadilly Circus or it's Times Square or it's the Ginza. Yes. Sure, go nuts. Celebrate hyper-commercialism there. When I took my daughter to New York and we went to Times Square, we went on the subway, we came up the steps, subway. I thought in the space of an hour to turn to daylight. It was so bright. Yes. It's so bright. Yeah, and for a lot of people, it's wonderful. I looked up and I just wanted to leave. So my sense is with technology and advertising is, and the billboards, just because you can, doesn't mean you should. Do you think we have the talent to handle these machines? I'm sorry? Do you think we have the talent? I mean, you're partly training people. Yep. But do you think we have the talent to manage? We know we have to control people driving cars, because somehow the car can do much more damage if the people are not properly trained, right? Well, and we spent the 50s and the 60s and the 70s building our cities to accept more cars. And to get the cars into the city quickly. I know, but I'm using the car as an image. I mean, these new technology exist for only a few times. We have managed, Claude Néon invented the neon sign in the 1910s, and so somehow the history has matured, and this was a limited danger technology, because somehow there's only so much light you can vomit with a fine line of color. But with these surfaces, you can put an acre. Il suffit d'aller à Dorval. Prenez la 747, là. Ces jours-ci, après 5 ans, c'est gratuit avec votre carte puce. Allez faire un tour à Dorval. Puis vous voyez les enseignes sur le bord de la 20. C'est gigantesque. Puis ça bouge en plus. C'est qu'il y a une autre dimension, c'est l'animation. Avant, on avait, Jean-Jacques va peut-être nous parler du Moulin Rouge. Tu sais, avec... Oui, je sais. C'est une enseigne qui a un peu de mobilité dedans. C'est du néon, ça bouge un petit peu. À Melbourne, en Australie, tout le monde parle de Melbourne à cause d'Eugénie Bouchard, je ne sais pas quoi. Eh bien, il y a une enseigne qui était une usine de vinaigre et de cornichons. Et l'enseigne, c'est une jeune fille qui saute à la corde. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire cette connexion entre le produit et l'emblème, mais les mystères des Australiens sont impénétrables. Mais ce sont des choses qui sont animées, qui sont super sympathiques, comme le cow-boy avec qui fume. Mais maintenant, ce sont des surfaces. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... Comment est-ce qu'on met le défi? Parce que, vous savez, ça se retrouve aussi, et là, je reviens avec mon petit côté pratique, c'est qu'on réglemente tout ce qu'il y a dehors, mais vous mettez ces choses-là derrière une vitrine, à 3 pouces de la vitrine, c'est pas contrôlable la rue quasiment. Ça sort du règlement d'urbanisme. Julie. Avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la question de l'éclairage puis de ce fameux règlement à Houston dans les années 60 où les affiches se nuisaient et se cachaient entre elles, et donc il y a eu réglementation. Avec la lumière, entre autres, il y a cette problématique de diffusion. Donc, certainement, dans la mesure où on l'accepte, qu'il y a tout un travail qui peut être fait sur la source lumineuse, sur comment elle est projetée ou pas, à quel niveau elle se trouve, quelles sont les émissions lumineuses, parce que c'est certain que lumière, plus lumière, plus lumière, avec tous les croisements de faisceaux qui sont rendus jusque dans le salon de tous les gens qui habitent
aux alentours, ça peut devenir problématique, non seulement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue santé publique, etc. Comme on le découvre avec le LED qui fait une lumière bleue qui peut causer certains problèmes au niveau du type d'illumination de la ville, etc. Donc, du mal à dormir, là, ou quelque chose? Apparemment. Alors, je ne suis pas spécialiste dans la question, mais il est certain que l'élément de lumière le long d'une autoroute avec un fond noir d'un champ dans la pénombre, c'est une chose. Les éléments éclairés dans des secteurs où vraiment on accepte qu'il y ait, comme Times Square, qui a une grande intensité lumineuse et d'affichage, c'en est une autre. Je pense qu'après ça, il y a cette zone entre les deux qui est beaucoup plus difficile à cerner. C'est celle de ces éléments d'affichage dans les quartiers mixtes où il y a différents usages et qu'il faut vraiment s'acclimater avec tous ces objets et ces messages au quotidien qui demandent peut-être un travail un peu plus fin. Et donc, ce qu'on décide d'avoir comme approche dans un corridor autoroutier, dans un secteur ou sur une rue comme la rue Sainte-Catherine et sur une rue un peu d'un autre type comme l'avenue du Parc, devra sans doute être assez différent, et en termes d'affichage, mais aussi en termes d'impact nocturne. OK. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais, c'est d'essayer de regarder la carte de la ville avec un peu de discernement, quoi. C'est ça? Oui. Il y a un micro qui est présentement habilement dissimulé derrière cette colonne, mais si des gens voulaient faire des interventions, s'il vous plaît, me signaler. On a la science et la technique. Moi, on a bien appris de Jean-Jacques Arté le même mot pour art et métier. Ce qui fait que la fameuse station de métro à Paris est un pléonasme, c'est ça, finalement. C'est incroyable. Oui. Art et métier. Oui. Question, commentaire. On applique le code Morin ici, en essayant d'être synthétique, évidemment. Daniel Chartier. J'aimerais poser une question concernant la luminosité. Il y a l'éclairage, il y a l'affichage, mais aussi les phares automobiles, il y a les vendeurs automobiles et l'éclairage. On est dans une surenchère. On est de plus en plus ébloui à des moments donnés, même quand on circule, on a un problème, même au volant d'un automobile, on reçoit soit les phares d'un automobile dans le visage ou un vendeur d'auto ou un billboard. Parfois, quand ça vient tout blanc et que tu es dans des situations un peu de grésil et autres, là, tout à coup, il y a le gros flash blanc qui arrive et autres. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir, comme sur les hauteurs, avoir des niveaux un volume de lumière acceptable, de brillance sur certaines rues, comme Sainte-Catherine. Oui. Bon, c'est normal qu'il y ait un niveau de brillance élevé, mais sur d'autres rues, ça devrait être un niveau de brillance plus bas et autres plus bas. Même au niveau de l'éclairage, là, les spots qui nous éblouissent, ou même les enseignes sur le toit. Là, moi, le Air Transat, quand je suis sur le Mont-Royal, le Air Transat, il est trop fort pour moi. Il peut y avoir d'autres, mais il est vraiment éblouissant par rapport au reste. Alors que d'autres, il y a comme un niveau d'éclairage qui est comme, OK, on le perçoit. Y a-tu besoin d'être éblouissant? Le percevoir et être éblouissant, c'est autre chose. Donc, c'était une question et qu'on vous invite à répondre. Je ne suis pas spécialiste nécessairement de la technologie, mais je suppose que ces problématiques peuvent être correctement adressées à ces gens qui font les structures, et probablement qu'ils y ont déjà pensé, qu'il doit y avoir des taux qui sont de luminosité qui sont d'une part variables, d'autre part autorisés ou interdits. Enfin, je pense que c'est quelque chose. Les gens qui font les grandes structures, je ne peux pas parler pour les phares des automobiles, mais je peux parler pour les structures publicitaires, mais en tous les cas, les gens qui font ça, les compagnies qui font ces supports-là sont très habitués à ce qu'on leur donne à la fois des préoccupations ou des normes à respecter, parce que la publicité, ça n'a pas l'air, mais c'est une industrie qui est extrêmement réglementée. Et le Québec est une des contrées au monde qui réglemente le plus la publicité. Alors vous voyez, ce sont des choses qui vous surprennent peut-être, mais ça n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quoi affiché n'importe où, n'importe comment. Et c'est très, il y a des règles, il y a des contraintes. Et c'est parfait,
la créativité, justement, a besoin de contraintes aussi. Hein. Il faut savoir... Alors, au niveau de la luminosité, je suis persuadé que ces enjeux, en tous les cas, surtout si c'est trop agressif, on va dire, s'adressent et se corrigent. Maintenant, il suffit aussi de se manifester pour le dire. Il faut vraiment qu'il y ait un engouement derrière une levée de bouclier derrière ça pour qu'il y ait des changements. Mais les choses peuvent se changer. Maintenant, pour la circulation automobile ou ces choses-là, là, j'avoue que ne pas avoir comme telle de solution. Par contre, je sais aussi que dans les villes où l'éclairage est trop bas, les gens ne trouvent pas ça très intéressant non plus. Il y a certaines villes d'Angleterre, par exemple, où on baisse véritablement la luminosité, et le soir, ça redevient un peu l'Angleterre de Dickens. Donc on a un peu peur, comme ça, dans les rues. On se dit, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il faut faire attention, il y a un niveau d'éclairage qu'on réclame et qui est nécessaire aussi pour la circulation citoyenne, la nuit en particulier. La pub éclaire. Par rapport à la question d'éclairage, donc pour travailler fréquemment sur la question de l'éclairage et sur des plans lumière, il y a beaucoup de normes qui visent à définir des niveaux minimum d'éclairage. Il y en a très peu, à part quand on rentre dans des éléments très spécifiques, la protection du ciel étoilé, dans certains types de projets environnementaux, où on cherche à limiter la diffusion vers le haut, mais il y a très peu de projets ou de cadres normatifs quant à la réduction du niveau d'éclairage. Après, il y a des études cas par cas, par exemple, pour voir la nuisance que pourrait avoir tel type d'installation sur, par exemple, un bâtiment ou autre. Mais ça reste souvent des éléments qui sont regardés un peu en vase clos, et le lien entre toutes les sources d'éclairage sont à ma connaissance, peu étudié de façon additionnée. Donc, la résultante de tout ça n'est pas tellement contrôlée. Puis les plans lumière ou les plans noirceur à l'échelle de la ville non plus ne sont pas développés dans une ville comme Montréal, comme ils peuvent l'être ailleurs. Par rapport à la question de la noirceur versus la clarté, lorsqu'on aperçoit la lumière, la source lumineuse, donc soit qu'on aperçoit la source lumineuse ou qu'on aperçoit la lumière qui se projette sur une surface plutôt que seulement une lumière ambiante, ça vient augmenter le sentiment de sécurité et l'impression de clarté. Donc, il y a aussi toute la question de perception qui vient jouer là-dedans, qui est moins facile à comptabiliser, mais qui peut soit faire en sorte qu'un panneau, par exemple, éclairé ou rétroéclairé, va donner une impression peut-être agressante ou pas, ou peut donner une certaine impression de sécurité parce qu'on arrive à avoir une lumière. Mais... J'ai hâte de voir ça, le tableau dans le règlement d'urbanisme sur le taux de confort. Non, on connaît le minimum, c'est ça. Rarement... On connaît beaucoup le minimum à Montréal, ouais, c'est sûr. I had a point about you thought you would dodge that one too, but it's partly related to the thing. The view that you've shown us are mostly, these are lit signs, you know, they're alive, but you document them alive in their night environment. You know, and I mean, or you just, when you go to take them, they're already sort of artifacts. Yeah. Remember, I was thinking, est-ce qu'on pourrait faire une cartographie, mais pas une cartographie de cartographe, mais une cartographie où on a des équipes multiples, des citoyens urbanistes, des artistes, des publicitaires qui se promènent sur certaines rues et qui sont capables de faire une qualification. Tu sais, tu parlais de qualification, là, je pense pas qu'on va faire ça avec les satellites de la NASA, peut-être ce sera, mais je sais pas si ça va donner vraiment la... So, have you ever been on a crew that went out at night? And I mean, imagine these people, you know, walking in the mist in the evening, seeking neon signs. No, just to capture the atmosphere, because it's quite different. Yeah. Two things then. I'll try and answer your question, and then I'll try and answer your first question from the evening. So I'm working on a new film right now, and it's about sign makers in Montreal. I think there's some really amazing stories about the sign-making industry. They're often family-run businesses that became much, much bigger.
And now we know they're sort of corporations, international corporations that do a lot of signs, which means we've lost a lot of skills along the way in terms of neon crafts. Yeah. So one of the things that I think is interesting about the signs that we try and save is the way they were made, because the techniques that were used to make them change over time. And I had met an amazing guy who's going to be the focus of the film, a guy called Bill Kovacevic, who worked at Transworld for many years, now works at Patterson, and he's a sign maker. He has amazing stories to tell. He helped us with our first 5 signs, which included Benz and Warshaw and a Paramount sign and Monsieur Hot Dog and Tavern. That's the 5 signs. I remembered them all. And he took them back to the Transworld factory to get them fixed up for us. So not renovated like an old painting, but just fixed up. And the guys wanted to use the latest techniques to fix them. And he kept having to say to them, no, use the technique that you would have used with the older materials, the worst technique, the older technique that would have been appropriate then. He said it was a very interesting, strange conversation to have with them. So where am I going with that? So, it's okay. Yeah. Deuxième question. Oh, yes, I remember now. Sorry. So your very first question, I have a better answer now. You said which sign would I save, and I said the Meldrum sign. I'd like to change my answer if I can. Really? Now, okay. Okay. What do you suggest? My suggestion is it's too late. It's and you'll like this. Clearly, we're not on the same logical framework, right? It's 40 years too late because there are so many signs that we've lost, like along St. Catherine, crazy neon signs, the Alouette Theatre, Toe Blake's, you go on and on and on, Steinberg's, so many amazing signs. Le Kraft sign sur l'autoroute, là. Très beau enseigne, néon et la Belle Fermière. Les gens se rappellent peut-être dans la belle enseigne, la Belle Fermière à TMR, là où il va y avoir le 1540. Là. But imagine, plein de saucisses. Imagine 40 years ago. Yeah, yes, that's true. Look at the postcard or the McCord collections. Un petit commercial pour le McCord. Oui. Mais, OK, donc, alors, est-ce qu'il y a une autre question, là? Bonsoir, Alexandre Paré. En fait, c'est un commentaire, précision plus qu'une question. Oui, okay. Parce qu'on a parlé beaucoup, je ne prendrai pas de temps, on a parlé beaucoup d'enseignes publicitaires ce soir, puis vous avez souligné avec justesse qu'il y avait des enseignes qui étaient iconiques, intéressantes, qui valaient la peine d'être sauvées, conservées, mises dans des musées, prises en exemple. Sauf que toutes les enseignes auxquelles vous avez fait référence étaient des enseignes commerciales, pas des enseignes publicitaires. Donc, c'était, par exemple, justement le Meldrums, les Five Roses. C'était des enseignes qui sont associées à une entreprise qui est localisée là et puis dont l'objet était de faire la publicité de l'établissement qui était localisé là. C'est comme un drapeau sur la maison. Exactement. Et puis, donc, c'est ces enseignes-là qui sont iconiques et puis auxquelles on est attaché parce que c'est ces enseignes-là qui racontent des histoires. J'interromps, mais Jean-Jacques, il a introduit la notion qu'il y a des espaces qui sont les gros panneaux de l'avenue du Parc. Peu importe ce qu'il y a dessus, là, c'est un territoire qui est intéressant. Oui, c'est la structure. Et puis, c'est le seul exemple dont on a parlé qui est un exemple d'enseigne commerciale parce que autrement, c'est quand même des enseignes qui sont attachées à une entreprise, et puis toute l'histoire est reliée à l'entreprise. Bon, alors comment est-ce que vous allez nous aider à combler ce déficit horrible c'est-à-dire qu'il y a une distinction conscientiser? Il y a une distinction qui existe quand même dans la réglementation entre les enseignes commerciales et puis les enseignes publicitaires. Et puis, je pense que on est très attaché, c'est vrai, aux enseignes commerciales, mais on n'est peut-être pas si attaché que ça aux enseignes publicitaires, les panneaux de Mediacom et puis les panneaux de Pattison qui, eux, cannibalisent beaucoup l'espace urbain, alors que les enseignes commerciales, peut-être, elles, bénéficient un peu plus de notre... disons, de notre amour, de notre c'est peut-être une distinction. Moi, je vais vous donner une petite expérience d'Héritage Montréal. On fait des expériences comme ça à l'occasion. En 92, c'était le 350e anniversaire de Montréal. Il y a eu plein de choses qui sont faites, des musées. Ici, on a eu un grand agrandissement à cette occasion-là, tout ça.
Et nous, on a fait des promenades dans les quartiers. Ça s'appelait Patrimoine en marche, Steps in Time. C'est des petits cahiers. On en a imprimé 27 tonnes. On se sent très soviétique avec ça. 850 000 copies de cahiers de quartier. Hein, c'est quand même pas pire. Papier recyclable. Et donc, éthique. Et pour faire ça, on a dit à la ville, bien, écoutez, on veut simplement peinturer de manière temporaire des logos sur les trottoirs avec une petite flèche qui dirige les gens et qui correspond aux commentaires. Ils ont dit non, pollution visuelle. Et alors, c'est Gilbert Boyer, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de choses sur la montagne, ailleurs, et qui a fait une recherche. Combien est-ce qu'il y a de panneaux municipaux à Montréal? Les stops, les parkings, sens unique, les noms de rue, tout ça. Il a arrêté à 250 000. Alors, c'est des chiffres incroyables. Alors, nous autres, on voulait mettre, je pense, 300 petits trucs en peinture temporaire sur le trottoir. Ça fait genre 1/10 de millimètre d'épais. Et voilà. Alors, je pense qu'il y a effectivement des perspectives à mettre et comment est-ce qu'on peut distinguer ça puis les mettre en rapport. Et peut-être aussi les cycles de durée, parce que les noms de marques, il y en a qui sont en location, il y en a d'autres, c'est des vraies maisons. Tu sais, là, on va le voir disparaître là, avec les compagnies, mais sur la maison Alcan, il y avait le nom d'Alcan, avec le logo d'Alcan qui est là-dedans. Ça faisait quasiment partie, c'est comme un crucifix sur une église, une étoile de David sur une synagogue, ça fait partie de la maison. Alors, mais Carole, non, il n'y a pas de question sans micro. Oui, oui. Non, micro. Ah, pardon. Non, c'est pour revenir à cette vraie question d'affichage sur les panneaux et tout ça. Je me posais une question en pensant à Paris, en fait, parce que tu mentionnais Paris tout à l'heure. C'est Monique Giroux, souvent, qui fait à la radio. Et s'il y a une ville, quand on pense à Paris, où on pense patrimoine et où on l'apprécie et où les citoyens le valorisent, c'est bien Paris. Ici, il y a une ville où il y a tellement d'affichage publicitaire. On invente des supports, des colonnes, tout ce qu'on veut pour faire d'affichage publicitaire. C'est là aussi. Puis je me posais juste la question, comment ça se fait que ça choque moins, justement? On dirait que ça fait carrément partie du patrimoine aussi. Puis là, on parle de vrai affichage. Là, je ne parle pas d'enseigne. Oui, mais serait-ce qu'à Paris, il y a beaucoup de myrmidioyens aveugles. Jean-Jacques. Il y a aussi des règlements à Paris qui sont très stricts. Et il y a des formats d'affichage qui sont imposés. Donc, ce qu'on appelle le 4x3, le 4 mètres par 3 mètres, que vous voyez partout sur les panneaux que vous voyez énormément, soit sur les quais, soit... Ceux-là, c'est vraiment réglementaire, tu dois les réglementer. D'autre part, il y a ce qu'on appelle, vous le savez, le mobilier urbain, qui est, lui, l'affichage qui a été développé en particulier par Decaux, et là, qui a fait vivre aussi un petit peu l'affichage publicitaire en relation avec l'activité municipale. C'est-à-dire que vous avez des panneaux rotatifs sur lesquels il y a véritablement de l'information. Puis aujourd'hui, avec l'électronique, c'est très facile. Et puis, comme à la télévision, de temps en temps, il y a un message publicitaire. Puis, il y a aussi les fameuses colonnes Maurice, qu'on a repris, dans l'idée, ont été repris ici. Mais la colonne Maurice avait une vocation exclusivement culturelle, exclusivement artistique pour justement faire la promotion des spectacles parisiens, etc. Donc, il y a une culture qui s'est développée autour de la publicité, et puis initiée par des gens comme Savignac et compagnie. Il y a eu véritablement là, et c'est là où je veux peut-être en venir, puis c'est peut-être mes vieilles racines ou mes vieux démons, mais c'est venu de la culture, c'est venu de l'enseignement. C'est pas sorti comme ça de n'importe qui, d'un dernier représentant qui va te dire voilà, c'est fantastique d'avoir une affiche comme ça. Non. Puis pour répondre à monsieur, parce que votre question est excellente, ok, puis je reviens à mes cadres vides. C'est ce qu'il y a dans le panneau qui devrait changer. Et si vous aviez des panneaux extra... Je pourrais vous montrer des grands prix d'affiches mondiales. J'étais sur des jurys d'affiches toute ma vie. Vous voyez? Et quand les affiches sont bonnes, ce sont véritablement des chefs-d'œuvre. D'accord? Bon, alors évidemment, on fait souvent des rétrospectives avec les vieux affichistes, etc. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font des affiches extraordinaires. Mais effectivement, il faut leur donner aussi ce support-là. Il faut. Et la publicité, quand c'est bon, ben ça peut être très très bon, croyez-moi. Et je crois qu'il faut encourager ça dans l'industrie. Donc c'est retour à la case création.
Et puis ça, on y reviendra. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. J'aurai toujours le même message dans tous les cas, oui. Mais en complément à ce que vous dites, puis pour revenir sur la question de Paris, puis ensuite sur la question que vous souleviez, sans connaître en détail la réglementation parisienne, pour revenir à la question de la compréhension des unités paysagères et de comment on travaille avec la notion du paysage en relation avec l'implantation des éléments publicitaires, la France est quand même un chef de file en la matière. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont les règlements les plus stricts en termes de nombre de panneaux ou de dimension des panneaux ou d'éclairage des panneaux, puis je le dis, mais en même temps, je l'ignore, mais certainement que le regard qui est porté sur le paysage, le milieu urbain, le cadre de vie et la relation avec l'objet publicitaire est très poussé. Et depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que ça a pu l'être dans d'autres villes. Donc, c'est peut-être la résultante de ce travail-là qui se fait autant au niveau par les spécialistes qui vont qualifier ces paysages-là, les définir, que par un travail au niveau réglementaire, mais aussi au niveau de la sensibilisation du public et des autres disciplines qui peuvent être appelées à intervenir dans ces milieux-là, qui font en sorte qu'on arrive avec peut-être un certain équilibre. Ce qui fait en sorte que, j'émets une hypothèse, la personne qui travaille sur une affiche ou une campagne publicitaire à Paris, qui n'est pas nécessairement architecte, paysagiste, urbaniste, a peut-être quand même une sensibilité à ces enjeux-là qui est particulière à ce milieu-là et à la compréhension des différents endroits où ils se situent. Et donc, pour revenir à la question de l'aspect créatif versus réglementaire, c'est peut-être moins de surréglementer en termes de dimension, de type, mais c'est plutôt de bien documenter les milieux dans lesquels, par exemple, ces objets publicitaires peuvent s'insérer pour s'assurer que ça ne limite pas la créativité, mais ça respecte le caractère du milieu dans lequel ça Donc, c'est s'insère. documenter dans le sens de comprendre plutôt que de mesurer. Parce qu'on peut envoyer un paquet d'ordinateurs faire de la mesure, mais ça prend nous autres pour comprendre. En priorité, je pense que oui. Je pense que oui. Puis pour revenir à la question que vous souleviez, c'est certain que l'aspect temporel est très fort. Donc, une enseigne qui est toujours au même endroit, même si le lieu change de fonction, mais qui est associé à un point géographique à l'échelle de la ville, du repérage au niveau de la ville, de l'identité d'un quartier ou de l'identité culturelle de ce lieu-là, c'est très fort. Un cadre qui tient quelque chose qui change, entretient tout un autre rapport avec son environnement. Puis l'élément intermédiaire auquel je pense par rapport à ça, c'est les peintures, les affiches peintes des années 50-60 sur les murs aveugles, qui étaient un peu un intermédiaire, donc assez grande échelle, publicitaire, mais en même temps permanent dans son aspect physique puis son lieu. Et on ressent quand même un certain attachement envers ces éléments-là, même si ça nous parle de Coca-Cola ou je sais pas trop, j'ai juste des Coca-Cola. Non, mais il y avait en face du Bilk Bouillon, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, sur Beauvril. Hein? Bouillon Bilk, oui, c'est ça. Ils ont démoli, malheureusement, bon, enfin, c'est un autre. En face d'un restaurant, c'est ça. Sur Saint-Laurent, entre Maisonneuve et Ontario. Bon, je m'excuse. Alors, soyons précis. Ils avaient dégagé un mur latéral qui a été recouvert depuis, mais il y avait une peinture d'une bouteille de sauce Worcestershire. Mais c'était très... Et puis, c'est pas juste la marque qui demeure. Vous allez voir les magasins, c'est exactement la même bouteille 75 ans plus tard. Donc, sauf qu'il y a le code barre en arrière. Dans ce rapport entre voilà, il y a une l'image notion et de le durée. lieu et de durabilité. Et là, moi, peut-être qu'on va... Notre directrice du musée veut intervenir. Elle est aider à nous amener vers le mot de la fin, parce qu'après ça, il y a le verre de vin. Ou d'eau pétillante, si vous préférez. Eh bien, c'est cette notion d'une architecture de la cité. Et il y a l'architecture de la cité, c'est le cadre peut-être, comment le choisir son endroit pour qu'il soit vraiment une belle occasion, un beau défi. Tu sais, c'est pas... On gaspille tellement le terrain, on est en train de gaspiller le ciel aussi. Alors peut-être qu'il y a cette question-là. Et moi, je voulais... Technique, Madame la directrice, c'est quelque chose de hot de press.
Fleur Pellerin qui sort un projet de loi avec, je vous ai dit tantôt, sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. Et là-dedans, une des propositions qui est faite, c'est d'introduire la notion d'un permis d'expérimenter. Et je lis, là, c'est la mesure numéro 30. Le projet de loi permet également, à titre expérimental, de déroger de façon temporaire et encadrée à certaines règles de vigueur en matière de construction afin de favoriser la qualité architecturale. C'est un peu paradoxal parce qu'évidemment, quand on construit, surtout à l'ère du développement durable, c'est pour que ça dure. Alors, mais je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais il y a peut-être quelque chose à explorer dans ce genre. Madame Sauvage, pour le mot de la fin. Bien, pour conclure, moi, je voulais faire le lien avec ce que Jean-Jacques a dit de l'importance de la créativité, puis je pense que tout est là pour l'affichage. Et je voulais vous dire que si vous l'avez déjà fait, si vous voulez voir un grand créateur d'affiches, c'est Vittorio, qu'on expose au 2e étage. C'est probablement le plus grand affichiste du 20e siècle au Canada, méconnu, mais connu aussi des gens qui s'intéressent à l'affiche, et c'est intemporel ce qu'il a fait. Ça va des années 60 aux années 2000, mais je dirais que ce qu'il a fait dans les années 60 est encore plus actuel que ce qu'il a fait dans les années 2000, et c'est vraiment un art, l'affichage, et lui le maîtrisait très bien, et moi, je trouve que ça rejoint beaucoup aussi l'idée de l'affichage sauvage, parce que c'était ça qu'on faisait avec ces affiches. Et c'est ça l'affichage. C'est sauvage, plus que des panneaux, plus que des néons, plus que... C'est autre chose, quoi. On parle de deux choses différentes. Alors voilà, le musée est ouvert ce soir. Alors, vous pouvez monter à la galerie. Mais vous pouvez revenir aussi. Mais n'apportez pas votre vin dans les galeries. Mais je vous invite à aller voir l'exposition parce que c'est très inspirant et en plus de ça, ça nous rappelle toute une époque de Montréal, des années 60 jusqu'aux années 2000. Oui. Voilà ma conclusion. Bien, Madame Sauvage, on vous remercie. Je vous invite à remercier nos 3 intervenants. Donc, et nous avons donc un verre de l'urbanité qui se tient dans le foyer juste à côté. On vous y invite chaleureusement en vermis. Et prenez note que le prochain échange urbain se tiendra ici même. Next time it's here on the 9th of March. Not the Ides of March, but the 9th of March. Et c'est sur la question de la mixité sociale dans les quartiers. Alors, si vous trouviez que la publicité, ça pouvait donner lieu à un sujet un peu aride qui n'avait pas la chance de lever, regardez comment ça a donné ce soir. Alors, on a Ron Rayside, Nathalie Fortin et Daniel Wenstock. Alors, on vous invite à venir. C'est un enjeu réel. Et si à la réception, vous avez des suggestions, vendredi, on rencontre Manon Gauthier de la Ville de Montréal et ça nous fera plaisir de lui communiquer vos idées. Voilà. Sans aucune collusion et influence indue. Alors, merci et bonne soirée.